Peut-être ne nous en rendons-nous pas compte, mais aujourd'hui, la plupart des outils SaaS que nous utilisons sont américains. Il n'y a évidemment aucun mal à cela, du moins de mon point de vue, mais qu'arriverait-il si pour une quelconque raison la France ou l'Europe n'étaient plus en bons termes avec les États-Unis? Pourrions-nous toujours accéder non seulement à nos outils, mais également aux données qui y sont hébergées? Ce sont ces réflexions qui ont amené Christophe Chaudiet, mon invité du jour, à concevoir Frogit, un ensemble de services permettant d'héberger sa base de code de manière souveraine. Christophe, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir ici, est mentor DevOps, fondateur des Compagnons du DevOps, podcasteur, youtubeur, j'en passe, et dernièrement, le créateur de Frogit, dont il vient nous parler plus en détail. Bonjour Christophe, bienvenue à nouveau dans ce podcast. Bonjour et merci pour la réinvitation. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui est un projet personnel de ton côté ou d'équipe, mais ce que je veux dire, c'est que il est à ton, c'est toi qui l'as créé, si je me trompe pas, et qui s'appelle Frogit. Je le dis en deux mots, même si c'est tout condensé en Frogit, pour bien qu'on comprenne un peu la sémantique du mot. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, déjà nous donner peut-être une vue d'ensemble de ce que ça fait? Oui, tout à fait. Alors en effet, je suis à l'origine de la création de Frogit. Frogit, qu'est-ce que ça fait? Ça apporte de la coopération au sein des équipes de dev en fait. Grosso modo, c'est une usine logicielle, qui est par contre intégralement basée sur des logiciels open source et hébergée en France. C'est ces 2 pôles qui sont importants pour nous. Et peut-être qu'on reviendra sur les briques qui forment Frogit, mais en grosso modo, mon idée, c'est de proposer une usine logicielle complète pour les équipes. Juste point de détail, donc tu parles de héberger en France, ça veut dire que c'est un produit SaaS? C'est un produit SaaS, tout à fait. C'est pas de l'hébergement qu'on fait pour des clients en marque blanche, même si ça fait partie des pistes d'évolution, mais c'est un produit SaaS en effet. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet? Alors ça remonte maintenant à quelques années. En fait, en juillet 2019, je sais pas si tu te rappelles, mais les USA ont mis l'Iran sous embargo. Et en fait, il y a un développeur qui s'appelait Sahin Sork, j'espère que je prononce bien son nom, qui nous a raconté en fait dans un article de blog son quotidien. Et un matin, il s'est réveillé. En fait, il n'avait plus accès ni à GitLab, ni à GitHub, au Times, ni rien, ni au Docker Hub. Et du coup, ça a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, mais si ça arrive en France, qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce qu'on s'amène? Et là, je me suis rendu compte, en effet, que tous les outils qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, et je parle là juste des outils en tant que développeur ou Ops, ils sont américains. Si jamais les Américains décident de mettre la France sous embargo, on peut plus travailler. Et donc là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une alternative? Et j'en ai pas trouvé. Donc là, je me suis dit, faut en créer. Faut en créer une. Il faut créer une alternative et c'est là en fait qu'est né Frogit. Donc une alternative on-prem, c'est toujours possible. Peut-être créer sa propre usine logicielle avec du Git, avec d'autres outils. Et justement, alors, c'est pas simplement un serveur Git hébergé chez un hébergeur français. C'est plus, j'imagine, puisque tu parles d'usine logicielle. Ouais, alors c'est plus parce que aujourd'hui on a 4 fonctionnalités. On a en effet l'hébergement Git qui est basé sur GitLab. On a l'intégration continue évidemment avec plusieurs serveurs pour gérer tout ça. On pourra rentrer dans la stack technique. On a aussi le chat, parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes, elles utilisent Slack. Et du coup, pour répondre à... Parce que là, du coup, on répond à une contrainte de souveraineté numérique. Eh ben, on a mis un chat Mattermost. Et on a aussi l'hébergement des pages statiques, parce que je crois aussi énormément beaucoup à la Jamstack. Et je pense qu'il va y avoir dans les années à venir une émergence d'applications comme ça en application en site statique. Donc pour l'instant, c'est les 4 fonctionnalités sur lesquelles on se focalise. Et puis après, il y en aura probablement d'autres.
Ok, alors avant qu'on aborde un peu la stack technique, est-ce que le projet est déjà accessible aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une alpha, une bêta? Il faut s'enregistrer ou pas encore? Ouais, tout à fait. Alors le SaaS, il est en bêta depuis 1 an. Là, la bêta, elle est prod ready, dans le sens où tout ce qui est nécessaire à une production aujourd'hui est là. Donc les gens qui participent à la bêta, ils peuvent mettre presque leur prod, puisque nous, on a tous les backups qu'il faut. Et il faut s'enregistrer au travers d'une page d'enregistrement, qu'on trouve évidemment sur notre site. Mhm, Et pourquoi est-ce qu'on a fait un SaaS? Peut-être tu te poses la question. tout à fait. En fait, on a aussi une vision écologique des choses et on voudrait réduire l'impact numérique des personnes. Et du coup, on aurait pu proposer un service on-prem à chacun de nos clients. Mais notre idée, c'est en fait de proposer une mutualisation et donc de proposer un vrai service comme GitHub ou GitLab, mais en France. Mhm. Et que du coup, pouvoir faire des économies d'énergie sur la totalité des clients, en fait. C'est compréhensible. Si aujourd'hui je veux m'inscrire pour la bêta, comment ça se passe? Ah bah, tu vas sur le site, tu rentres ton email, ton nom, ton prénom, et puis ton username, et tu vas recevoir un mail d'invitation et tu pourras créer ton compte. Et question prix, où on se situe? Alors le prix, il n'est pas encore officiel. Il n'est pas D'accord. encore annoncé officiellement. On va se situer entre 24 € l'année et 10 €, je pense, 10 à 15 € le mois, Mhm. en fonction des formules en fait. D'accord. Ouais. Parce que j'imagine que, bon, pour les petits projets comparés aux gros projets qui auront beaucoup de contenu, il peut y avoir des grosses différences en termes de stockage. Avec, Ouais, alors en effet, mais notre objectif, il n'est pas de limiter au stockage. On va faire une limite en fonction du nombre de projets qu'on va pouvoir créer et surtout, on va pas créer, des tonnes d'offres. Il y en aura 4, heu, 4, 5, excuse-moi, 5. Une pour les tout petits, besoins, une, pour les besoins classiques et 3 en fait pour les entreprises. mhm. Il y aura des packs en fait, de nombre de sièges. Au-delà de l'idée que tu as eue pour démarrer ce projet-là, de se dire: «Et si la France était sous embargo?» et c'est une question de souveraineté numérique, c'est quelque chose qui te touche, mais est-ce qu'aujourd'hui tu sens qu'il y a une communauté derrière toi qui sont sensibilisés à ça et qui veulent t'emboîter le pas justement en se disant: «Bah, tu as raison, c'est un gros problème, il peut se passer n'importe quoi et demain en fait, toute ma base de code peut m'être enlevée, c'est mon business». Est-ce que tu le sens? Est-ce que autour de toi, ça en discute des fois? Alors ouais, bah, en fait, quand on s'est lancé, on s'est pas lancé comme ça de but en blanc. Ce qu'on a fait, c'est la première chose qu'on a fait, c'est on a lancé une page d'inscription pour s'inscrire à la bêta. On n'avait encore rien fait, hein. Et on s'est dit, si on a 100 bêta-testeurs qui s'inscrivent, on lance le projet. Donc on a eu 100 inscrits. Aujourd'hui, on a plus de 400 bêta-testeurs et bêta-testeuses, hein. Et du coup, on s'est lancé comme ça et on a senti en fait qu'il y avait des gens qui attendaient ça parce qu'en fait, quand on s'inscrit aussi, on peut répondre à un questionnaire et on a quand même eu plus de 180 réponses, ce qui est pas mal pour un questionnaire qui est assez long. Et on a senti en fait dans les questions du questionnaire il y avait une attente justement d'une solution française hébergée en France et en logiciel libre. Et en plus, nous, on va créer une communauté à côté du service, donc une communauté qui sera dédiée à Git et à GitLab parce qu'on s'est aperçu finalement qu'il y avait, aujourd'hui moi j'ai la communauté des compagnons du DevOps, dans laquelle j'ai parlé, dans le dernier podcast, mais on parle un tout petit peu de Git et je me suis aperçu en fait que Git était assez mal enseigné en cours, et que même il y avait des besoins en fait de connaissances, sur GitLab de manière globale et il y a pas de communauté francophone là-dessus. Donc on va en créer une aussi. Alors tu nous as parlé un tout petit peu de la stack technique, pardon. Est-ce que la stack technique est visible quand je m'inscris? Ou est-ce que je vois ces composants, exactement comme tu les as décrits, un GitLab, et le chat, est-ce que c'est des choses qui sont déjà bien intégrées dans une interface ou alors c'est encore des composants qui sont un peu séparés?
Alors, il n'y a pas d'interface unifiée. Je ne sais pas si on va y aller. Par contre, il y a une authentification unique. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir faire un menu de navigation entre tous nos services. Pour l'instant, il y en a deux, en fait, sur lesquels tu navigues. Tu as le chat et tu as le lab. Donc, le lab qui est un GitLab. Après, injecter, en fait, du HTML et du JavaScript dans GitLab, c'est un peu complexe. Donc, pour l'instant, on ne s'est pas encore penché dessus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, on n'a pas encore d'interface unifiée. Très bien. Et on avance petit à petit. Je sais comment fonctionnent les projets de développement. C'est pas évident. Assembler des briques techniques. Parlons un peu justement de cette stack technique. Est-ce que tu peux nous dire plus en détail un peu comment tout ça fonctionne? Alors oui, bah déjà, on a parlé des services. En détail, comment ça fonctionne? Bah, on a fait le choix justement d'être hébergé sur le cloud de Scalway, qui fournit pas mal de briques, cloud qu'on utilise. Donc on utilise des instances pour nos serveurs, parce qu'on a plusieurs serveurs. On a séparé pas mal de serveurs, ce qui d'ailleurs était pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue, puisqu'on a décidé en fait de séparer notre serveur GitLab de notre serveur de page, celui qui fournit l'hébergement des sites statiques. Et en fait, on a beaucoup de problèmes à gérer cette brique-là de manière séparée. On utilise aussi du stockage objet pour tout ce qui est sauvegarde. Dans l'avenir, on va mettre la plupart des objets qui sont gérés par GitLab dedans pour améliorer justement la délivrabilité et la résilience. Et on utilise aussi Kubernetes avec l'Off Manager Capsule pour les runners, donc la CI, pour les runners, ce qu'on appelle élastiques, parce qu'on a un runner permanent et on a des runners élastiques. Mhm. Donc grosso modo, notre CI, elle va pouvoir grossir en fonction des besoins des utilisateurs, en fonction de la journée. Et ça, c'est totalement géré par Capsule et par Kubernetes. Est-ce que c'est la seule partie qui se trouve dans Cube ou alors est-ce que de la même manière tu héberges les instances GitLab dans Cube également? Pour l'instant, c'est la seule partie qui est dans Cube. On a préféré partir sur les préconisations de GitLab au début. On a fait une instance qui peut supporter jusqu'à 500-600 personnes. Quand on aura atteint ce nombre de clients, bah, on grossira. Et a priori, ce qui est dans Cube, c'est que la CI. Un jour, on amènera peut-être l'intégralité de Frogit dedans. On commencera probablement par amener les pages dedans, puis après le serveur Mattermost, puis après le GitLab. Mais notre objectif étant de grossir petit à petit, comme tu l'as dit, et déjà faire une infrastructure robuste qui soit pas haute dispo, parce que pour l'instant on n'est pas haute dispo, mais on est robuste. C'était déjà un challenge. Et du coup, quand on aura assez de clients, on passera à l'étape supérieure, à l'étape haute disponibilité, et on mettra probablement beaucoup plus de choses dans Cube. Mhm. Ok. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est GitLab. Ouais, j'ai déjà fait un épisode sur GitLab et je pense qu'il est suffisamment bien connu. Par contre, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur Mattermost, que peut-être tout le monde ne connaît pas? Oui, alors Mattermost, c'est un chat. C'est un chat qui est complètement libre et qui est une alternative et pratiquement un clone à Slack. Il y a les mêmes fonctionnalités, mais aujourd'hui, Mattermost, il propose un peu plus de fonctionnalités que je suis de très près, comme les workflows, qui sont des outils d'automatisation, et les boards, qui permettent de faire un Trello-like finalement. Leur objectif étant d'être une alternative à Notion. Pour l'instant, ça ne l'est clairement pas, mais on va pouvoir aller sur du Trello-like, et ça, c'est pas mal parce qu'aujourd'hui, nous, on a déporté complètement notre discussion interne sur Mattermost, et on a encore des Trello à côté pour les équipes non tech, parce qu'on a des personnes dans nos équipes qui sont pas tech, et du coup, tous ces tableaux-là, l'idée, ce serait de les mettre dans Mattermost. Mattermost peut aussi se plugger avec des outils de visioconférence comme Jitsi par exemple, ce qui fait que ça pourrait te lancer des outils de visio avec tes collaborateurs. Ça, on l'a pas intégré, mais c'est dans mes idées pour l'avenir. Euh, et, euh, et en fait, Mattermost, ils veulent développer un outil pour les entreprises, et ils sont très orientés Ops et ChatOps.
Donc toutes les intégrations avec GitLab se font assez bien et on peut envoyer des alertes de GitLab à Mattermost. Et Mattermost, on peut faire des actions commandées pour déclencher des pipelines, par exemple, dans GitLab. Ok, et question de stockage, c'est Mattermost, c'est une installation que vous faites aussi dans Scaleway ou c'est un service SaaS? Non, c'est aussi, on le gère aussi. On gère tout nous-mêmes. En fait, Frogit contient tout ça et c'est nous qui gérons tout. Parce que Mattermost, c'est un logiciel libre aussi. Donc du coup, on a pu l'utiliser et le mettre dans notre offre. D'accord. Les pages qui permettent de faire du Trello-like, donc aujourd'hui c'est un peu à la GitHub Project aussi. Ouais, en sachant que GitLab propose déjà l'équivalent de GitHub Project. Mhm. Ce que nous, on utilise pour tous nos projets. Par contre, en effet, pour les personnes qui sont pas tech, GitLab, c'est un peu limite. Toi, typiquement, notre assistante, elle est pas du tout tech. Elle passe par GitLab pour se connecter, mais en fait, elle y va jamais. Elle est juste dans notre chat. Et en fait, si on pouvait déporter notre Trello dans notre chat Mattermost, ce serait vraiment bien, quoi. Mhm. Aujourd'hui, tu m'as dit tu as quoi, environ 400 bêta users, Ouais, tout à fait. Un peu ce qui est plus. déjà un nombre assez conséquent. J'espère, ouais. Je vais te poser deux, trois questions qui sont un peu biaisées, mais le monitoring de tout ça se fait comment de ton côté? Alors justement, en fait, j'ai pas fini la stack technique, mais le monitoring, pour l'instant, on a donc GitLab fournit un Prometheus Grafana interne, donc ça nous permet de monitorer ça. On utilise aussi un service SaaS qui est développé par des Français qui s'appelle Uptime.io, qui est notre page de statut du coup. Un jour, peut-être, on aura notre propre page de statut, mais pour l'instant, on a voulu faire vite. Et on a aussi installé NetData sur tous nos serveurs pour faire de l'analyse en temps réel, en fait. Parce que Prometheus ne permet pas de faire de l'analyse temps réel. Donc, avec NetData et Prometheus, on y arrive. Et aujourd'hui, le Prometheus est sur la même instance que GitLab. Et un jour, on aura une instance déportée, je pense. Ok. L'autre question, évidemment, c'est, tu as un data center, tu as des serveurs à gérer. Aujourd'hui, est-ce que tu as des outils particuliers, si tu peux en parler, parce que, évidemment, révèle pas non plus comment on peut accéder à tes serveurs, Ouais, ouais. mais Alors, tu es DevOps, alors, ex- enfin, tu es je DevOps. suis Ops Cloud, on va dire. Je suis administrateur cloud. Je suis CTO et Product Owner aussi de la solution. C'est moi qui apporte la vision produit. L'autre truc aussi, c'est qu'on a un laboratoire sur Proxmox. Je le cite parce que c'est aussi un outil libre. Alors, notre techno pur et dur d'infrastructure as code, en fait, on gère l'intégralité des serveurs avec Terraform, ce qui nous permet de monter une infrastructure hyper rapidement. C'est pour ça qu'on sait qu'on est résilient, parce que tout est sauvegardé, le code d'infrastructure et les données utilisateurs. Et si demain ça crache, nous on est capable de tout remonter en moins de 2 heures, 2-3 heures on va dire, le temps de tout réimporter. On gère l'approvisionnement des serveurs avec Ansible et on déploie tout avec une intégration continue, un déploiement continu avec une CI GitLab. Jamais besoin de se connecter au serveur? Sauf cas très particulier, on limite au maximum. Donc, pas d'outils de type téléporte. Je pense à celui-là où je sais que HashiCorp a aussi sa propre version. Alors si on a besoin, on fait des connexions SSH classiques parce qu'on est trop peu nombreux pour pouvoir mettre en Mhm. place toute une stack comme avec Teleport ou autre. Donc c'est protégé, mais du coup, si jamais on a besoin d'accéder au serveur, on ouvre les ports et puis on y va, quoi. Mhm. Ok. Non, normalement, on n'a pas besoin. On n'a pas encore de centralisation de log, mais ça ne saurait tarder. Ça fait partie des évolutions qu'on veut mettre en place. Et puis aussi, au niveau stack technique, on a notre site internet qui est aussi notre site documentaire, qui est hébergé par les Frogit Page, et on utilise un outil qui s'appelle Docusaurus, qui est un outil libre pour faire des pages statiques. Et tous nos serveurs sont Debian. Je crois que j'ai fait le tour de la stack complète. Ah si, on utilise du Bash aussi. Oh.
On utilise du Bash parce que je développe une solution de backup en fait. Mon idée étant de fournir à chaque client des sauvegardes dans un espace qui leur est dédié en artefact en fait. C'est une CI GitLab qui va tourner et tous les jours va exporter l'intégralité de leur projet. Et mon idée, et je suis en train de développer ce script-là, c'est qu'ils puissent fournir en plus un bucket S3 et que nous, on enverrait leur sauvegarde sur leur bucket S3 à eux. Comme ça, tous les jours, ils auraient leur propre sauvegarde et ils pourraient partir avec s'ils veulent. Ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place parce que je t'ai pas parlé aussi du concept de SaaS libre qu'on développe à côté de ça. Avec la réversibilité de la donnée. Exactement. Le but, c'est de rendre nos clients libres, en fait. Et plus ils sont libres de partir, plus je pense qu'ils vont rester avec nous si le service leur convient, évidemment. Mais si un jour, par exemple, on s'adresse à des PME, si un jour il y a des PME qui deviennent des ETI, donc des très grosses boîtes qui peuvent gérer leur GitLab en interne, si elles veulent repartir avec leurs données, elles pourront. Ce qui est une bonne chose. Je vais pas aller contre ça. Puisque tu es Ops, parlons un peu de SLI, SLO. Est-ce que tu as déjà mis des choses en place pour avoir des indicateurs comme quoi tout se passe bien pour tes clients? Je sais que c'est de la bêta et que généralement on s'engage sur rien pendant une phase de bêta, mais au moins on en profite généralement pour avoir une phase d'observation. Est-ce que c'est le cas? Ouais, alors on s'engage sur rien et même quand on va sortir de bêta, je pense les premières années, on va pas forcément s'engager. Nous, ce qu'on s'engage, c'est de ne pas perdre les données de nos clients. Ça, c'est sûr, on a plusieurs sauvegardes à plusieurs endroits hors site et dans le site. En termes de uptime, là, ça fait plusieurs mois qu'on est up à 100%, y compris pendant qu'on fait les mises à jour. Par contre, on ne fait pas des mises à jour sans coupure de service, mais nos mises à jour sont assez rapides pour que en fait, l'uptime ne soit pas trop impacté. D'accord, vous faites des plages de maintenance qui est encore Ouais, très raisonnable. on fait des plages de maintenance le week-end parce qu'on estime que les gens ne travaillent pas le week-end. Et un jour, peut-être qu'on n'en fera pas, mais pour l'instant, on a des plages de maintenance le week-end. Ça fait partie de nos conditions générales d'utilisation et de vente, je ne sais plus. Qui elles aussi sont libres d'ailleurs, je le précise, mais on les a libérées. Et du coup, on surveille tout ça avec notre page de statut, avec justement Uptime.io, qui nous remonte des statistiques. Et on a Prometheus aussi à côté qui nous remonte des stats. Ok, tu m'as un peu devancé dans les questions en parlant de Docusaurus, c'est bien ça? Ouais, c'est Si j'ai ça. bien noté le nom. Donc j'allais justement te poser la question de, je veux héberger mon site en Jamstack, un site statique. Comment je m'y prends? Et donc si tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur Docusaurus et comment il est intégré à ta stack. Alors comment tu t'y prends? C'est très simple, tu crées un dépôt Git sur Frogit et tu lances des GitLab pages. Enfin, tu génères en fait un artefact et tu le mets. Alors GitLab, ce qu'il faut faire pour lui, c'est créer une CI, simplement mettre les fichiers statiques dans un sous-répertoire public. Et après, dire à GitLab, ouais, tu me crées un artefact avec le répertoire public. Et dès que GitLab il va voir un artefact avec un répertoire public, il va créer en fait une page. Il va te fournir un domaine et toi, tu vas pouvoir utiliser des pages statiques dessus. Docusaurus, du coup, tu l'intègres dans ta CI, tu crées un build dans ta CI et puis tu fais ça. J'ai fait d'ailleurs une série de live là-dessus. J'ai fait 4 sessions de live sur ce sujet-là et je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne un peu plus courte pour expliquer ça. En gros, tu peux utiliser n'importe quel type de générateur de site statique, que ce soit Hugo, Gatsby, enfin tout ce qui te passe par la tête. À partir du moment où tu peux le mettre dans une intégration continue, tu prends ton build, tu le mets dans le sous-répertoire public et tu dis à GitLab, voilà, tu me crées un artefact avec ça et lui, il va créer une page. Et si tu veux, tu peux aussi, et ça c'est très fort, tu peux créer un domaine personnalisé. Donc tu peux mettre ton propre nom de domaine, tu auras un certificat SSL qui sera généré par Frogit, qui sera valide, et tu peux même verrouiller les accès de ta page statique aux membres de ton projet GitLab. Si par exemple, nous on a créé un portail de nos outils, parce qu'on en a plus de 60 aujourd'hui, donc on a créé un portail de nos outils qui est en fait accessible uniquement aux membres de l'Hydra.
Quand on a un groupe l'Hydra sur notre laboratoire, sur notre lab, excuse-moi, sur Frogit. Et du coup, tous les membres de ce groupe, ils peuvent accéder à cette page statique, mais pas les autres. C'est du Let's Encrypt derrière. Ouais, c'est ça, c'est du Let's Encrypt derrière. Alors, toi qui es très impliqué d'un point de vue souveraineté numérique, d'un point de vue libre, etc. Qu'est-ce que c'est justement, comment ça se passe quand on est à construire sa propre stack et à choisir ses propres outils, sachant que souvent on se limite plus à des contraintes techniques. Toi, tu te mets d'autres contraintes, tu as d'autres objectifs. Alors, comment ça se passe quand tu dois faire ton choix des produits que tu vas utiliser? Est-ce que tu parles des produits pour mettre en place tout ça ou des produits que je vais intégrer dans Frogit, par exemple? Bah, les deux, du coup, puisque tout fera partie d'une même solution technique, au final. Bon, alors pour les produits qu'on va intégrer, faut qu'ils répondent à un besoin. Donc là, on avait identifié le besoin évident de la communication et de la collaboration autour du code. Les autres produits, les autres fonctionnalités qu'on va mettre en place, il va falloir déjà qu'on sache ce que nos futurs clients ils veulent. On a déjà quelques idées, mais on va discuter avec eux. Et après, on va faire une phase de test des différentes solutions sur le marché. Et en fonction de si elles nous conviennent ou pas, on les intégrera. L'idée, c'est que ce soit le plus ergonomique possible, même si on est des techs, faut que ce soit facile. Il y a une notion aussi de est-ce que c'est écologiquement soutenable? Est-ce que la solution elle est performante? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce que c'est totalement libre? Est-ce qu'on peut faire un SaaS avec? C'est important parce qu'il y a des logiciels qui sont open source mais qui te permettent pas de faire de SaaS avec parce que la licence te l'interdit. Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer avec le SSO, l'authentification unique, excusez-moi, de GitLab? Parce que notre idée, c'est d'avoir un seul point central pour s'authentifier, c'est le laboratoire, donc qui sera GitLab. Et s'il n'y a pas, ce sera à nous de le développer, pour le coup. Donc on envisage de faire ça, de faire des développements s'il y a besoin. Ça fait beaucoup de contraintes. Ça fait beaucoup de contraintes. Mais bon, on n'a pas non plus des tonnes de services à intégrer. Pour l'instant, notre roadmap, elle va intégrer 2 services pour l'instant. Ce qu'on a envisagé, ce sera validé avec les clients. Si c'est d'autres solutions, il faut qu'elles soient soit libres, soit qu'elles nous fassent gagner du temps. Et donc, si elles nous font gagner du temps, si possible que ce soit des boîtes françaises. Si c'est hébergé en France, c'est encore mieux. Et si c'est pas hébergé en France, est-ce que c'est une boîte française? Est-ce qu'il y a un équivalent en France? Je te prends un exemple. Aujourd'hui, tous les mails transactionnels, donc tous les emails qui sont envoyés par la plateforme, c'est pas nous qui les gérons. On n'a pas notre serveur mail parce que on veut une bonne délivrabilité. Du coup, on a fait appel à un fournisseur de mails transactionnels as a service. Et on a trouvé une solution française qui ont des data centers en France qui s'appelle Tip Email. Et du coup, c'est pas un logiciel libre, mais par contre, c'est une solution française et souveraine. Pour l'instant, le seul point qui n'est pas encore souverain, c'est la prise de commande. Mais on travaille là-dessus justement pour trouver des solutions pour les années à venir. Donc c'est une sorte d'aide technique, même si elle n'est pas forcément technique. Ça veut dire qu'il peut se trouver dans ta stack des briques que tu veux faire évoluer parce que tu n'as pas encore trouvé la solution qui te convenait totalement. Exactement. Alors en fait, là, j'ai ma double casquette tech entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu dois aller vite, surtout quand tu es en autofinancement comme nous. Tu dois aller vite et tu dois faire des choix. Et tant que tu n'as pas encore de clients, tes choix ils se limitent quand même parce que tu n'as pas encore de chiffre d'affaires. Et tu sais pas si ton chiffre d'affaires va te permettre de faire la super offre haute dispo, etc. C'est pour ça qu'on n'est pas parti sur cette offre-là au début. Sinon, on y serait encore, je pense. Mais en gros, avoir l'idée de ce que ça pourrait être dans quelques années si tu arrives à te passer de ces offres-là et ces services tiers-là. C'est toujours l'équilibre entre le retour sur investissement. D'ailleurs, on l'a dans le mouvement DevOps, c'est le retour sur investissement. Est-ce que ton investissement, il va être bénéfique ou pas finalement sur le long terme? Est-ce que tu as pensé avoir des
investisseurs dans ce projet ou de faire peut-être une levée de fonds? Alors, c'est une bonne question. Mais là, il faudrait que je parle de notre statut. Aujourd'hui, on est dans une coopérative d'entrepreneurs. Ça, j'en parle régulièrement et c'est pour ça que j'ai lancé une deuxième chaîne YouTube là-dessus. On est dans une coopérative d'entrepreneurs et ça nous empêche à... C'est une coopérative, excuse-moi, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans avec un gros chiffre d'affaires puisque notre coopérative, elle fait grosso modo 10 millions de chiffre d'affaires. Nous, on ne fait pas 10 millions de chiffre d'affaires, mais l'ensemble des entrepreneurs et entrepreneuses, on est plus de 200 là-dedans, on fait 10 millions. Ce qui nous coupe de plein de subventions et de recherches de financement. On veut créer une start-up coopérative pour y mettre nos services en ligne, parce que Frogit, c'est un des 2 services en ligne sur lesquels on travaille. Et qui dit start-up coopérative, dit levée de fonds différente. Donc on envisage en effet de faire des levées de fonds, mais pas n'importe comment. Parce qu'on a une vision de l'entreprise un peu différente, tu l'auras compris. Ouais. Parle-moi de ton équipe alors. Combien de personnes travaillent sur ce projet et quels sont à peu près les profils que tu as aujourd'hui? Alors on est 1,5 sur le Oh, projet. Mais on n'est pas beaucoup en fait. Il y a, je dis 1,5 en équivalent temps plein en fait, et encore, je dirais plutôt 1 en équivalent temps plein. Donc il y a moi qui travaille en partie sur le projet. Je travaille grosso modo, je pense, un jour par semaine, mais c'est complexe parce que tout ce que je fais à côté avec la communauté, les vidéos, etc., qui finalement alimentent le projet, je le compte comme faisant partie d'un travail des compagnons du DevOps, mais en fait, il y a des liens en fait qui se font entre les deux. Il y a mon associé qui travaille un peu dessus, mais lui, il travaille beaucoup plus sur le deuxième service en ligne. Mais du coup, à chaque fois qu'on doit discuter stratégie, etc., et financement, on est tous les deux à travailler dessus. Et on a un alternant aussi qui nous aide là-dessus, justement. mhm. Et du coup, on le forme en plus à utiliser ces outils-là. Donc, grosso modo, il y a une personne en équivalent temps plein, et nous, on aimerait bien justement développer l'équipe, mais tant qu'on n'a pas de clients, ça devient compliqué. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je voulais faire partie du projet, mais m'impliquer dans la création du projet, je ne sais pas si tu recherches des personnes pour le faire. Et si oui, est-ce que tu recherches des profils particuliers? Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose qui serait du bénévolat en attendant mieux? Aujourd'hui, Frogit, il est en déficit parce que, on paye, l'infrastructure, mais on a 0 chiffre d'affaires. Heu et on n'a pas les moyens d'employer d'autres personnes. Donc aujourd'hui, les seules manières de s'investir, ce serait, soit de rejoindre l'un des projets libres parce que Frogit, en fait, il y a plusieurs projets libres à côté. Il y a, comme je te disais, il y a MyGitLab Backup qui est un projet qui va faire de la sauvegarde, qui est pas uniquement lié à Frogit, hein, puisque tu peux sauvegarder même gitlab.com avec. Tu as la communauté qui va être créée, où tu vas pouvoir créer de la documentation. Et puis je travaille sur un projet qui s'appelle My GitLab Template, qui permet de faire des templates GitLab CI euh, pour justement aider les projets à démarrer des CI rapidement. Et sinon, si vraiment les gens sont intéressés par le projet et veulent nous rejoindre en tant que petit bras ou collaborateurs, ils peuvent me contacter. Ok. Et donc, tu as parlé de quelques projets open source qui entouraient ce projet-là. Si je vais sur la page de Frogit aujourd'hui, est-ce que j'ai la liste de ces projets, je sais auxquels je peux contribuer? Non, pas encore, parce que le site, il est encore tout neuf, il a quelques mois seulement. J'ai pas encore pris le temps de lister tous les projets, parce qu'en plus, ils sont pas tous aboutis, ils sont pas tous très clean, et on doit encore faire un guide de contribution pour nos projets. Donc on va faire un guide de contribution central, on va pas en mettre un par projet, mais un jour ça le sera, oui. Parce que sur Docusaurus, comme tu peux faire des pages et de la doc, je pourrais lister en effet tous ces projets-là. Mon objectif étant de lister les projets, comment est-ce qu'on fait pour faire notre SaaS, parce que ça nous tient à cœur d'être transparent avec nos clients, et quelle est l'infrastructure derrière, comment est-ce qu'on a créé tout ça.
Est-ce que les projets open source qui entourent Frogit sont hébergés sur Frogit? Pour la plupart, oui. On n'a pas encore tout migré parce que mon projet de backup qui va faire de l'import-export est pas totalement terminé. Pour info, j'ai fait ce projet-là en live, c'est-à-dire que tout le début du projet, je l'avais fait en live. J'ai fait des sessions live, on peut retrouver les sessions sur YouTube. Et puis j'ai avancé aussi, pas en live, mais je l'ai pas encore totalement terminé. Mais quand ce sera terminé, je vais tout migrer, tous nos projets sur Frogit. Par contre, Frogit.fr, le site de Frogit, est hébergé sur Frogit. Ok. C'est un site statique. Ouais, tout à Ok. fait, c'est un site statique. Il y a un truc pour l'instant qu'on fait pas, c'est Frogit ne déploie pas lui-même Frogit. Mhm. Parce que si on déploie le GitLab avec le GitLab, il y a un problème. Donc, De poules et d'œufs. ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, on est encore sur GitLab, mais un jour, peut-être qu'on aura notre propre instance GitLab à nous. Ok. Reste à voir si on aura les moyens de le maintenir. Donc tu m'as dit une communauté d'environ, enfin en tout cas des users environ à 400. Il y a une communauté qui se forme aussi autour de Frogit. Quel est ton rapport vis-à-vis de tes bêta users? J'imagine que il y a quand même des atomes crochus entre eux et toi, parce que finalement vous adhérez au même concept. Comment ça se passe ta communication avec tes utilisateurs? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce que tu gères juste des utilisateurs individuellement? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, c'est juste, on leur envoie des mails et s'ils veulent nous répondre, ils peuvent, hein, puisque notre adresse email, on la lit. Demain, il y aura un forum et un wiki. Ça veut dire que sur le forum, on interviendra, les utilisateurs, les clients, ils auront en plus une partie privée, mais les utilisateurs qui ne sont pas clients, ils pourront venir discuter de Git et de GitLab et demander des conseils. Donc là, on va travailler justement là-dessus. On veut le sortir au premier trimestre, cette communauté. Parce qu'en plus, il y a plein de gens qui se sont inscrits à la communauté, qui ne sont pas encore inscrits, qui sont pas inscrits du tout à la bêta. Donc il y a des gens qui sont intéressés par cette communauté-là. Et après, je ne sais pas comment on va faire pour discuter avec les clients. En tout cas, moi, j'ai envie de rentrer dans une phase d'interview de clients et de prospects autour des enjeux de l'usine logicielle. Parce que même si je connais bien GitLab et son utilisation, je ne connais pas les utilisations des autres personnes. Et donc, on va rentrer dans une phase d'interview là, je pense cette année. Et je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, ça y répond, ça y répond. Mais alors moi, excuse-moi, mais ça me fait toujours un peu sourire quand on parle de forum. Moi, le forum, c'est resté dans les années 2000 pour moi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent par des Slack publics pour gérer leur communication avec leurs utilisateurs. Qu'est-ce que ça apporte le forum par rapport à ça? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en plus, on me pose la question sur le forum des compagnons du DevOps. Alors, il faut savoir que sur Frogit, il y a aussi le chat. Donc, tu peux rejoindre le chat, il n'y a aucun problème. Tu as justement une équipe Frogit où les gens peuvent discuter. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais dans le chat, on peut discuter entre nous. En fait, il y a deux usages là-dedans. Le chat, c'est du synchrone asynchrone. C'est-à-dire que à la fois, tu peux répondre à quelqu'un qui est connecté en même temps que toi en envoyant des messages rapides. Tout le monde connaît Slack, donc il n'y a pas besoin de rentrer dedans. Par contre, si tu veux garder l'information, la structurer, la rechercher, ça devient compliqué. Alors qu'un forum, tu as des catégories dans lesquelles tu vas créer des posts, donc des sujets particuliers, et les gens vont répondre uniquement à ce sujet-là. Et en plus, il y a un effet que tu n'as pas dans le chat, c'est que déjà, il y a moins de bruit, il y a moins de flood, c'est-à-dire qu'il y a moins de réponses très courtes, et les réponses sont souvent argumentées parce que les gens mettent plus de temps à répondre, ce qui fait que tu as moins de réponses. Par contre, tu as plus de réponses plus pertinentes. Et ça, je l'ai constaté sur le forum des compagnons, parce que il y a beaucoup de réponses très longues sur comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, c'est quoi votre avis là-dessus, etc. Alors que je suis dans des communautés Slack DevOps, et là pour le coup, c'est vraiment différent, l'ambiance est différente. Je me représente tout à fait ça. Bon, pour moi, encore un forum qui existe, qu'on peut qualifier de forum, c'est des choses comme Stack Overflow. Est-ce que justement tu as l'occasion de gérer
un peu de la même manière, c'est-à-dire on peut facilement rechercher un problème qu'on a ou une question qu'on se pose. Est-ce que on peut noter, par exemple, les réponses pour les faire arriver en première position ou des choses comme ça? Enfin, est-ce que le forum, par rapport à ce que j'ai pu connaître dans les années 2000, a quand même évolué? Ah bah, c'est une très bonne question. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur le forum, on s'appuie sur Discourse, qui est un forum nouvelle génération. C'est créé en Ruby et en JavaScript, donc c'est très véloce dans le sens où, en fait, par exemple, si tu es sur une page de forum et qu'il y a quelqu'un qui répond, sans que tu aies besoin de recharger la page, la nouvelle réponse, elle apparaît. Donc ça, c'est vachement bien parce que quand tu es en train de lire un sujet, tu vois en fait les gens répondre. Alors, Discourse, en plus, il a plein de plugins. Tu peux créer des plugins toi-même et ce que tu cites là sur Stack Overflow, c'est un truc que j'aimerais mettre en place et c'est un autre des projets libres sur lequel on travaille. On veut pouvoir proposer à des gens une stack communautaire, c'est-à-dire un forum plus un wiki, le tout en SSO. Et donc c'est un projet libre sur lequel on travaille. Et du coup, on est en train de refaire complètement notre forum et on va baser le forum de Frogit et des compagnons dessus avec ce genre d'interaction. En tout cas, on va essayer. Après, je suis pas sûr qu'on puisse faire remonter typiquement des réponses sur le flux, mais par contre, il y aura des votes. On peut déjà mettre des likes, par exemple, sur les posts sur Discourse. On peut faire une recherche parce qu'il y a un moteur de recherche, mais il y a des choses que j'aimerais ajouter comme le fait, est-ce que mon problème il est résolu ou pas, est-ce que c'est un post qui est lié à un événement et dans ce cas-là on va présenter un calendrier sur lequel tu vas pouvoir mettre dans ton propre calendrier, tu vas pouvoir l'importer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire avec Discourse. Ok, je vais te questionner un peu sur tes choix. Alors peut-être pas que technique, mais tu m'as dit que tu as décidé de tourner tout ça sur Scaleway, ce qui est un choix pertinent à mon sens. J'ai interviewé Scaleway il n'y a pas longtemps. Mais euh, est-ce que tu veux de la souveraineté nationale ou est-ce que tu veux de la souveraineté européenne? Et dans ce cas, il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu et qui peuvent peut-être être des bons acteurs eux aussi, peut-être moins connus en France. Et dans une optique aussi d'être peut-être aujourd'hui plus résilient, il y a toujours ce spectre du multi-cloud. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu envisages? Ouais, alors, si on parle de souveraineté européenne, il va falloir qu'on fasse de la politique. Voilà. Donc, je sais pas si on a le temps, mais selon moi, et je l'ai dit dans un talk, la souveraineté européenne n'existe pas, c'est du flan. Pourquoi c'est du flan? Parce qu'en fait, la souveraineté n'existe qu'à partir du moment où un peuple il peut créer ses propres lois. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peuple européen. Or, il n'y a aucun peuple européen. Il y a des gens qui communiquent et qui coopèrent. Par contre, on n'a ni langue commune, ni culture commune en Europe. Entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, il y a vraiment une culture différente, il y a des langues différentes, et ce qu'on peut faire et voir aux États-Unis, on ne peut pas l'appliquer en Europe, parce qu'aux États-Unis, ils ont une culture commune et une langue commune. Enfin, je veux dire, ils sont tous nés de la colonisation de l'Amérique, alors que nous, on a des cultures plus anciennes et qui ne sont pas forcément communes. Donc la souveraineté ne s'applique pas, enfin ne peut pas s'appliquer au niveau européen. Donc il s'applique forcément au niveau français. Et nous, je t'ai parlé tout à l'heure de notre concept de SAS libre, on a dans notre manifeste l'idée qu'on ne doit pas subir de loi extraterritoriale, et du coup, pour ne pas subir de loi extraterritoriale, on doit être des hébergeurs du territoire, du même territoire que nous. Ce qui fait que on avait le choix entre Scaleway et OVH, parce que on veut des briques cloud, on veut pas juste de l'hébergement VPS. Et en fait, on a choisi Scaleway parce que leur offre nous paraissait plus pertinente et surtout leurs produits plus aboutis. Je connais très bien le Cloud OVH parce que je fais de l'OpenStack depuis longtemps, mais j'ai préféré aller chez Scaleway. Très bien. C'est quand même... Alors évidemment, si tu veux entrer sur le territoire de la souveraineté, ça va être difficile à te défendre, mais ça me paraît un peu un retour en arrière aujourd'hui où on a de plus en plus d'entreprises qui sont distribuées, et même Scaleway en fait a des data centers pas uniquement en France, de se dire que on va se cantonner en tout cas à créer quelque chose qui
ne dépassera pas les frontières du pays. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on allait vers un fournisseur de droit français. Ok, donc ça veut dire que aujourd'hui Scaleway a une ou deux zones, enfin peut-être, en tout cas aux Pays-Bas, il a des data centers. Par exemple, Frogit serait utilisable aux Pays-Bas Alors bah également. déjà Frogit est utilisable partout dans le monde, c'est juste qu'en fait les serveurs sont en France aujourd'hui. Pour l'instant, il est pas encore, on n'a pas encore la masse nécessaire pour géolocaliser, parce que dans GitLab tu peux faire de la géolocalisation. On n'a pas la masse nécessaire pour faire de la géolocalisation, donc le problème se pose pas. Si un jour le problème se pose, parce qu'en effet on envisage d'aller en Europe, mais dans ce cas-là, oui, on ira dans les data centers de Scaleway, voir si on fait du capsule, peut-être qu'on pourra utiliser Cosmos, l'autre offre de Scaleway, et mettre des choses dans plein d'autres data centers. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Pour l'instant, on va se contenter de faire du monocloud chez Scaleway. Alors, du monocloud, c'est pas vrai parce qu'en fait, on a nos backups qui sont déportés chez d'autres fournisseurs. On utilise notamment, on a nos propres serveurs Borg chez OVH et chez Soyuz Start, et du coup, on déporte une partie de nos sauvegardes chez eux. Et ce que j'aimerais faire, et ça pour l'instant l'offre S3 de Scaleway ne le permet pas, c'est de la duplication de buckets vers d'autres fournisseurs de buckets S3 qui soient francophones. Il y a plein d'idées là derrière, mais pour l'instant, déjà on se concentre à fournir l'offre, à sortir de la bêta, et puis après on verra pour le multi-cloud pur et dur. Mhm. Tout au début, tu nous as parlé des raisons qui t'ont amené à créer le projet, et notamment que un tel service n'existait pas aujourd'hui. Donc quand je comprends un tel service n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire en France. En Ouais. tout cas, donc ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres compétiteurs européens ou autres que tu as peut-être pu voir, mais qui justement n'étaient pas de droit français. Alors quand je parlais de services équivalents, je parlais d'offres SaaS. On est d'accord là-dessus parce qu'il y a plein d'offres qui permettent de faire de l'auto-hébergement de GitLab. Mais GitLab tout seul, souvent, il faut rajouter la CI, etc. Il n'y avait pas d'offre SaaS faite pour les pros. Quand je dis qu'il n'y avait pas d'offre, on a Framagit en France qui est hébergé par Framasoft, mais c'est pas une offre pro pour les pros. Quand tu lis leurs conditions générales de vente, ils t'assurent de rien en fait. Tu sais à tes risques et périls que tu utilises, parce que c'est normal, c'est des preuves de concept. Et j'ai pas trouvé en Europe d'offres similaires. Donc je me dis en fait que c'est pas étonnant, parce qu'en face t'as GitHub et t'as GitLab, et donc les gens se disent bah en fait ça sert à rien de monter une offre concurrente, parce qu'il y a GitHub et GitLab qui proposent la même chose, et en plus c'est gratuit. Il y a Bitbucket aussi. Bitbucket, tu vois, typiquement je pensais que c'était européen, mais non, c'est australien. Donc alors c'était australien, je croyais que c'était australien, mais c'est aussi américain. Bref, quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Pourtant, j'ai cherché pendant plusieurs heures, donc peut-être que j'ai mal cherché, mais en tout cas, s'il y a des offres européennes, je serais curieux de les connaître. Très bien. Si on parle maintenant un tout petit peu de la roadmap. Ouais, on peut parler de la roadmap. Bon, la première chose qu'on veut faire, c'est sortir de la bêta. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui à faire, c'est parce que toute la partie service est finalisée. Par contre, la partie prise de commande, gestion des utilisateurs, tout ça, bah, quand tu crées un SaaS, il y a des choses à innover. En sachant que nous, on n'est pas des devs, on est des ops. Hein. Dans l'équipe, c'est que des ops. On fait de la phrase code, mais on ne fait pas de développement. Donc là, c'est la partie qu'on est en train de faire avec des outils de prise de commande et d'automatisation. On a de la chance justement parce que GitLab propose une bonne API. Et après, la deuxième chose que je veux mettre en place, je t'ai parlé des backups. Donc ça, c'est la deuxième chose que je veux mettre en place. Donc finir ce projet de backup pour pouvoir fournir les sauvegardes au moins du GitLab à nos clients. Après, je me pencherai sur les backups du chat. Là, c'est un peu plus compliqué parce que sortir les données par client, si tu peux créer autant d'équipes que tu veux hein, dans Mattermost. Et donc,
les équipes, en gros, tu peux imaginer que chaque client crée une équipe. Nous, on en a 3, par exemple. Donc, on pourrait dire que nous, on a un client, on a 3 équipes. Il faudrait arriver à faire de la ségrégation des données par client. Pour l'instant, on ne s'est pas encore penché dessus, mais l'idée, ce serait ça. Après, il y a la communauté qu'on veut sortir. Mais surtout, les fonctionnalités que moi j'ai en visibilité, c'est un registre de conteneurs. Donc, je proposais un registre de conteneurs en plus de celui de GitLab, que j'estime pas abouti. J'ai beau être un fan de GitLab, je trouve que leur registre de conteneurs est pas super. Il est bien, mais il n'est pas à niveau. Donc là, l'idée, c'est d'aller étudier des offres comme Arbor et autres. Arbor étant a priori une très bonne solution. Ça fait partie des choses que je veux faire. Et l'autre truc que j'ai en visibilité aussi, c'est les IDE en ligne. Et ça, c'est pour aller vers justement plus d'écologie et pour aller vers des machines plus petites. Parce que typiquement, moi aujourd'hui, j'ai 2 machines et je me dis c'est beaucoup trop et j'aimerais bien aller vers une seule machine et donc pouvoir travailler avec un IDE en ligne pour pouvoir avoir une machine plus légère. Donc ça fait partie des pistes. Et j'ai encore une autre piste, mais ça c'est pour plus loin. Plus loin, c'est du platform as a service pour les clients, pour faire de leur production. Est-ce que ça pourrait les intéresser? Donc ça fait partie des choses que je veux discuter avec les futurs clients. Justement, un point qui m'intéresse, c'est plus d'un point de vue peut-être entrepreneuriat, mais tu as un programme bêta avec des utilisateurs en bêta. Qu'est-ce qui se passe au moment de la GA? Est-ce que tu mets tout le monde dehors et tu leur dis maintenant faut payer? Ou comment tu as prévu en fait ta sortie du programme bêta? Alors, la sortie du programme bêta, on va déjà faire un webinar avec tous nos bêta-testeurs parce qu'il faut qu'on fête la fin de la bêta. On va leur présenter tout ce dont je t'ai parlé, mais un peu plus en détail. On va leur présenter aussi le retour qu'on a pu faire sur le sondage qu'ils nous ont fait passer. On va leur présenter en détail les offres et le bénéfice qu'ils vont avoir, parce qu'en tant que bêta-testeur, ils auront un super bénéfice. Et grosso modo, ils auront 15 jours à un mois pour passer sur l'offre payante, parce qu'il n'y aura pas d'offre gratuite. Mais bon, avec l'offre payante plancher, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourront le faire. Et puis après ça, on va désactiver leurs accès petit à petit. Enfin, grosso modo, au bout d'un mois, les accès seront désactivés. Après, on avait prévenu en effet nos bêta-testeurs dès le départ que c'est un bêta-test et qu'il faut qu'ils sauvegardent leurs données. J'avais même fait à l'époque une vidéo pour montrer comment faire des miroirs en fait. Donc tu peux déjà aujourd'hui avec GitLab faire des miroirs sur GitHub, sur gitlab.com. Hein. Moi typiquement j'ai des projets, je les miroirs sur les deux parce que sur GitHub on a un relancible qu'on veut distribuer, donc il faut absolument qu'il soit sur GitHub, et sur gitlab.com ça nous assure un backup en fait. Sortie de la bêta, en arrivant en GA, les utilisateurs auront un fort discount à ce que je comprends et seront invités évidemment à rester. Ça, je me doute. On aimerait bien, hein. Après s'ils veulent pas, on se posera des questions sur est-ce qu'on maintient ou pas. Hein. Ouais. Mais tu as également dit, donc aujourd'hui, tu prévois pas de plan gratuit. Ouais. Alors pour moi, le plan gratuit, ça reste un atout marketing, pas pour une entreprise évidemment, mais pour des individus qui sont soucieux d'avoir un code souverain et qui veulent pas le mettre sur GitHub, qui veulent pas le mettre sur un autre SaaS, et d'avoir en fait un usage personnel peut-être de la solution. Est-ce que ça aussi, alors tu me l'as pas cité dans la roadmap, mais c'est quelque chose à quoi tu es attentif ou c'est pas encore dans tes préoccupations du moment? La toute première version de nos tarifs incluait un plan gratuit. Et en fait, j'ai vu une intervention de Quentin Adam. Si vous ne connaissez pas Quentin Adam, suivez-le un peu de partout parce qu'il fait très bon talk. Sur ne fournissez pas de plan gratuit. Et en fait, on a réfléchi, on allait lire cet article-là, si ça t'intéresse, je pourrais te le passer. On allait lire cet article-là et on est en accord avec cet article et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne fournit pas de plan gratuit. Le premier, qui est évident, c'est
Nous, on est une toute petite boîte, on n'est pas GitHub ni GitLab, on n'a pas les moyens d'héberger en fait les données de tout le monde gratuitement. Donc nous, on doit vivre. Donc dans un premier temps, nous, on est en phase on doit déjà rembourser notre R&D, donc on peut pas financer les plans gratuits. La deuxième chose, si tu as un plan gratuit, qui dit que tu vas passer au plan payant? Parce que aujourd'hui, on est sur les briques core, donc on peut pas proposer de licence pour l'instant avec GitLab. Donc du coup, c'est du GitLab core. Est-ce que si tu as un plan gratuit, tu vas passer au plan payant? C'est la question. On a des coûts d'infrastructure qu'il faut supporter, et en plus, on prône l'écologie. Ce qui veut dire que si tu as un plan gratuit, est-ce que tu vas te limiter? Alors que si tu as un plan payant, bah, au moins tu vas y mettre des vrais trucs dedans et tu vas faire attention. Toutes ces questions-là, elles ont fait que bah, on a choisi de ne pas avoir de plan gratuit. Par contre, on va avoir un plan à prix plancher, comme je t'ai dit, celui-là, c'est sûr, il va être là, 24 € par an. 24 € par an, tu auras la possibilité de créer, je crois, une cinquantaine de projets. Ça devrait pouvoir te suffire, je pense. Et on a l'offre satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Si jamais tu penses que bah, c'est pas pour toi, au bout de 30 jours, on te rembourse et puis tu pars. Ok. Mes 2 € que j'aurais dépensés dans la solution. Alors si je peux me permettre, pour l'instant on réfléchit, mais on ne sait pas encore comment faire, à aider les projets libres. On ne sait pas encore comment, et on va très certainement attendre d'être rentable pour pouvoir les aider, mais on a envie justement de faire des plans gratuits pour les projets libres. Mais ça, ce sera sous condition d'avoir des dépôts publics avec des licences, etc. Et on réfléchit aussi à l'éducation, et pour l'instant, on ne sait pas encore comment faire. Donc bon, on va voir, et puis je vais très certainement entrer en discussion avec Scalway, parce que Scalway a un programme justement pour l'éducation, et je vais voir avec eux ce qu'il est possible de faire avec Frogit et ce programme avec l'éducation. Aujourd'hui, un outil comme GitHub sert évidemment à mettre son code, mais sert aussi de réseau social pour le bien et pour le mal. Ça a toujours, c'est à double tranchant. Mais ça permet aussi de donner de la visibilité à certains projets, d'avoir des étoiles et de se dire que bah, des projets qui méritent d'avoir de la promotion l'ont. Donc ça rejoint un peu ton idée. Est-ce que je connais pas cette fonctionnalité sur GitLab, je sais pas si elle existe. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la possibilité de rendre visible un projet que tu fais et que tu rends public? Ouais, alors il y a les étoiles, il y a ça. Il y a aussi les tags, les étiquettes, parce que tu peux mettre des étiquettes à un projet, et justement GitLab a retravaillé la page des étiquettes. Nous, je pense qu'on va mettre comment dire, en avant cette page-là dans notre documentation, ce qui te permet d'aller, par exemple, explorer tous les projets qui parlent d'Ansible, ou tous les projets qui parlent de Docusaurus, ou tous les projets qui parlent de Debian, je ne sais pas. Et l'autre truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu travailles sur Frogit que tu peux pas faire un miroir sur GitHub. Si tu es dans le cadre d'un projet libre, parce qu'avant tout, notre objectif, c'est quand même les entreprises, donc les dépôts privés. Mais si tu travailles sur un projet libre, tu peux faire un miroir sur GitHub sans aucun problème. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On travaille sur un rôle en cible. On travaille sur un rôle en cible Unost. On travaille sur Frogit, mais on le miroir en fait sur GitHub pour qu'il puisse être à disposition, et il est à disposition sans aucun problème. Donc du coup, il peut être staré, enfin il peut être mis en favori et ce genre de choses. Mmh. Et l'autre truc que j'aimerais bien faire, et ça, je sais pas comment encore faire, mais c'est justement peut-être sélectionner des projets et les mettre en avant de temps en temps. Pour l'instant, on n'a pas encore de projet libre sur la plateforme, mais le jour où ça le sera, pourquoi pas. Ça, c'est mon côté créateur de contenu qui parle. Tout à fait. Pour ça, il y a Twitter aussi. Exactement. Alors, ce sera ma dernière question. Donc, il y a 2, on va dire, fil directeur, c'est pas le mot que je cherche, mais tant pis. On peut le voir comme ça, de forts concepts qui sous-tendent un peu ton projet. C'est d'une part la souveraineté et d'autre part l'écologie. Je n'ai pas abordé trop le volet écologie, c'est compliqué aujourd'hui dans l'IT. J'ai eu l'occasion d'interviewer récemment des personnes pour parler un peu de ce qu'on pouvait faire pour voir si notre code était plus efficient d'un point de vue
consommation électrique. Aujourd'hui, il me semble que Scaleway a abandonné les plateformes ARM, par exemple. Est-ce que Scaleway, et c'est pas pour les blâmer parce que je sais pas comment sont leurs data centers, est le meilleur acteur d'un point de vue data center vert, entre guillemets? Justement, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est sur, alors là, j'ai rentré dans la technique, on est sur le DC3 de Scaleway, qui nous offre des prix en fait assez faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, on a profité du startup programme de Scaleway. Donc pendant un an, en fait, on n'a pas payé notre infrastructure parce qu'on rentrait dans le startup programme. Là, aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'on paye notre infrastructure. Et en fait, dès qu'on a assez de clients, a priori, dès qu'on va sortir et qu'on va lancer l'offre commerciale, j'espère, je croise les doigts, qu'on aura assez de bêta-testeurs qui vont passer clients. Et à ce moment-là, on va aller vers le DC5. Le DC5, c'est un data center qui n'a pas de climatisation. Et du coup, qui a une empreinte écologique très faible parce que les dépenses énergétiques sont très faibles. Et donc, pour le coup, là, c'est une bonne chose. Et on joue aussi sur la mutualisation. On va essayer de mutualiser au maximum les choses. Et tu parlais tout à l'heure d'ARM. C'est vrai que malheureusement, et je le déplore aussi, il n'y a plus d'ARM. Mais pour le coup, aujourd'hui, on ne peut pas faire tourner notre solution sur de l'ARM. Ça, c'est des choses sur lesquelles je veux aller à l'avenir, c'est de faire de la R&D sur l'ARM et de voir si on ne peut pas passer nos solutions sur de l'ARM. Ça devient compliqué pour certaines CI parce que tu dois avoir une architecture pour builder tes projets. Mais par contre, faire tourner tout ce qu'il faut en ARM plus certains runners, typiquement en x86, ce serait possible. Mmh. L'idée, elle reste là. Je ne sais pas encore comment, mais en tout cas, on va y aller petit à petit dans les années à venir. Parfait. Christophe, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci de ton invitation. Bon courage pour ton projet. Merci beaucoup et bon courage pour les podcasts suivants. Merci. Retrouvez Christophe sur Twitter @c_chaudier et Frogit sur lab.frog.it/rogit. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.